Mesdames et messieurs, nous allons nous installer pour aborder ce dernier panel de cet après-midi et de cette deuxième édition du CIMO. Alors, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir ce dernier panel en espérant que nos participants qui sont encore hors de cette salle puissent nous rejoindre. C'est un panel qui a un thème très intéressant. Il faut donc venir s'installer pour qu'on puisse démarrer. Alors, le thème est le suivant: les modes de financement alternatifs innovants de l'immobilier, blockchain, crowdfunding, avantages et points critiques. Nous avons pour modérateur à ce panel Monsieur Olivier Dadieu, directeur général de Smart Link Capital, Connovation. Très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Monsieur Dadieu. Merci d'être présent. Et nous aurons trois panélistes, dont un interviendra par visioconférence. Il s'agit de Monsieur François de Chezel, CEO de Thallium Asset. J'espère qu'il nous entend bien, il est là. Merci infiniment, Monsieur Chezel. Merci d'être présent. Ovation pour lui aussi. Et nous espérons que vous entendez nos ovations. Merci infiniment. À sa suite, nous allons inviter à s'installer sur ce canapé Monsieur Félix Bright, administrateur EIC Corporation, qui est présent. On l'ovationne très fort, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Bright. Et enfin, pour boucler la liste de présence à ce panel, Monsieur Belly Guéraud, cofondateur de l'Ajoy et directeur associé Connovation également, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. Eh bien, nos trois panélistes sont là. Notre modérateur également, Monsieur Olivier Dadieu. Vous avez le micro et vous avez la parole. Merci. Alors, c'est un honneur pour moi et une grande responsabilité aussi de modérer le panel qui va être le dernier. Vous savez, c'est très difficile de passer, quand depuis hier se sont multipliés des experts, des grands communicateurs, et vous, à la fin, on vous demande de venir prendre le micro en dernière position. C'est très compliqué et surtout, je vais souhaiter beaucoup de courage à mes panélistes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par des voix très autorisées, par des personnes, par Monsieur le maire et tous les autres qui sont passés depuis. Il y a des personnes très, très intéressantes. Donc, je voudrais également, en commençant, remercier chacun de vous qui est encore là, parce que c'est pas évident de continuer à être patient, de rester avec nous, de faire confiance à cet événement, qui est un événement, je pense, très important. Alors, je voudrais également signaler qu'on n'oublie pas François de Chezel, par qui je vais commencer, qui est en ligne, qui nous joint depuis la France. François de Chezel est un vétéran, plus de 20 ans dans les projets de transformation digitale. Il est cofondateur et CEO de Thallium Asset Management depuis plus de 10 ans. C'est un intégrateur et un éditeur de plateformes de tokenisation, une plateforme de classe mondiale. Il faut également signaler qu'il est membre du board stratégique de EIC Corporation, dont on vient d'avoir la présentation en long et en large tout à l'heure. Et avant d'être dans ce domaine-là, c'est un ancien de MIT, du très célèbre MIT. Bonsoir François, j'espère que tu nous entends. On peut voir au moins le signe de la main pour savoir qu'on est ensemble. Oui. Très bien, très bien. Alors, avant qu'on revienne à toi, François, je vais présenter
compléter un peu la présentation des autres. Donc, à ma gauche, j'ai Félix Bright. Ce sont nos doyens. On dit que je suis banquier, ben voilà nos doyens dans la banque. C'est un véritable vétéran, entrepreneur aujourd'hui et consultant digital. Mais avant ça, ce diplômé qui nous vient des États-Unis, diplômé de l'Université de Southern California à Los Angeles, a été pendant de longues années, de 1994 jusqu'en 2011, banquier. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être connu, je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes dans la salle qui l'ont connu comme banquier au niveau commercial, à Citibank, à EcoBank. Donc, c'est un véritable banquier que je vais demander d'accueillir ici une fois encore. Il est membre de EIC, donc il est, excusez-moi, président. C'est bien ça? Vice-président et membre du conseil stratégique, voilà, de EIC Corporation qui a été tout à l'heure bien présenté. Donc, acclamez quand même l'aîné, voilà, c'est un doyen. C'est un plaisir de l'avoir dans notre panel. Je pense qu'on aura beaucoup de nos questions qui vont être retenues. Alors, on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, n'est-ce pas? Donc, on va peut-être terminer par le plus jeune du panel, mais qui n'est pas moins brillant. Donc, c'est une personne qui a une double expérience, qui nous vient de très loin du Canada, où il a passé beaucoup de temps. Et tout à l'heure, on avait l'affiche encore de la Joy Consulting. Voilà, ça apparaît toujours. La Joy, c'est... alors, on a Beli Guéraud, qui est le cofondateur et un des représentants sur le terrain de la Joy, qui opère dans les domaines de l'immobilier. Il travaille énormément. Une seconde. Alors, avant d'arriver là, c'est un ingénieur. Il a une maîtrise en ingénierie de l'école des technologies supérieures de Montréal. Il a commencé par travailler comme analyste de défaillances et systèmes à Bombardier dans l'aviation. Donc, on ne sait pas ce qu'il vient faire ici. Et puis, là, vous allez comprendre maintenant, il est passé directeur des comptes des financements hypothécaires dans les institutions financières au Canada. D'abord à Desjardins, que certains connaissent pour ceux qui suivent l'actualité financière au Canada, mais également à Toronto Dominion, c'est ça. Alors, par la suite, il a dit, bon, il ressentait ce désir d'entreprendre et il a monté son propre cabinet en 2015, appelé Galerie Financière, qui opère au Canada et qui accompagne différentes personnes par rapport au financement de projets immobiliers. Ça, c'est au Canada. Et par la suite, il a étendu les activités au niveau international pour commencer à aider des potentielles personnes intéressées à acquérir des biens immobiliers au Canada. Ça veut dire qu'on peut être en Afrique et Guéraud va vous aider à acquérir un bien immobilier au Canada. Et depuis 2018, il a dit, bon, tout ça, on va revenir remettre cela au service de la Côte d'Ivoire. Donc, il est là depuis 2018. Et voilà, il a participé, entre autres, à la mise en place des points cash à EcoBank. Vous voyez les points cash EcoBank. Ça, derrière, on voit la façade, mais les personnes qui ont travaillé dans l'ombre sur le plan technologique, voilà, Beli en fait partie. En tout cas, merci d'être là avec nous et merci de pouvoir nous enrichir de votre grande expérience. Alors, depuis hier, nous avons parlé de financement. On est là pour parler d'investissement et de financement immobilier. On a eu des banquiers hier. On a eu la BNI qui a commencé. On a parlé des financements et particulièrement des financements classiques. Habituellement, quand on a un projet, on se tourne, premièrement, on compte sur soi et après, on va vers la banque. On se rend compte que jusque-là, on n'a pas toutes les satisfactions. On a eu l'occasion hier de voir qu'il y avait d'autres types d'investisseurs qui entraient en ligne de compte. On a vu des investisseurs comme SC Properties. On a vu qu'il y a des SGI qui sont intéressés dans l'investissement. On a vu hier qu'on a parlé de titrisation. On a parlé des SGO qui interviennent dans l'investissement. Donc, on élargit la palette au-delà de la banque pour avoir d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs habituellement classiques. Malgré ça, on reste encore dans un grand déficit de financement. Et on s'est dit, ben, pourquoi ne pas explorer d'autres pistes? Et c'est l'occasion justement d'avoir ces experts-là pour dire, est-ce qu'on peut parler des voies alternatives de financement de l'immobilier? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en d'autres termes? Si on a eu les banques classiques, ce n'est pas suffisant. Si on a eu les investisseurs institutionnels, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Et pour parler de ces possibilités-là et surtout, et particulièrement de la partie digitale, je voudrais qu'on commence par accorder quelques minutes à François de chez elle qui va nous faire une présentation pour planter un peu le décor sur ces nouvelles
ce nouveau mode de financement-là. Et par la suite, on va revenir aux panélistes ici présents et on aura l'occasion, enfin, de prendre vos questions. Alors, si François est connecté, là, tu as la parole. On va t'écouter pendant une dizaine de minutes. Merci, bonjour. Vous voyez l'écran ou... Oui. Est-ce que la salle vous voyez également comme moi? Très bien, on te voit très bien. Ouais. D'accord. Bon, bonjour à tous et merci de me recevoir ici. Je suis ravi de pouvoir échanger. Donc, effectivement, je viens vous parler, et nous tous autour de la table, on vient vous parler de choses innovantes. Alors, pour reclarifier quelque chose de très important à comprendre, on ne parle pas d'utiliser la technologie pour envisager de nouveaux modes de financement, même si il y a des choses à discuter, on peut en reparler après. On parle plus exactement un petit peu comme tout projet, il y a des pain points dans les process existants, et notamment dans le monde de la finance, et on va y revenir. Et il se trouve qu'il y a des technologies récentes qui permettent de les adresser pour y répondre mieux. Et du coup, ça adresse des problématiques du monde du financement, permettant et à ceux qui veulent lever des fonds d'avoir des manières plus efficaces de lever des capitaux, et aux investisseurs, et notamment, par exemple, sur l'Afrique, justement, de pouvoir démocratiser l'accès aux projets d'investissement intéressants, et d'autres avantages. Donc, si on reprend du recul, je vais essayer d'être concis mais clair, et pour expliquer des choses très importantes et qui expliquent en fait tout ce dont on va parler. Si on reprend du recul, les problématiques côté investissement, et notamment investissement immobilier, mais qui c'est investissement de manière générale, c'est on a des émetteurs d'actifs d'un côté et des investisseurs de l'autre. Et évidemment, les émetteurs, par exemple côté immobilier, recherchent des investisseurs parce qu'ils ont besoin de fonds, donc ils sont à la recherche de capitaux. Éventuellement, également, ils recherchent à se simplifier la vie côté gestion des actifs derrière. Et alors je parle d'actifs financiers, la partie immobilière strictement, c'est encore un autre sujet. Et de l'autre côté, on a les investisseurs qui, eux, sont à la recherche de projets d'investissement qui peuvent leur correspondre et qui sont intéressés par y accéder de manière plus ou moins simple. Et quand on parle de démocratisation, c'est justement, parlons de l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a tout un tas de projets d'investissement qui sont hors les nouvelles technologies qui sont très intéressants, mais qui ont des tickets d'entrée qui sont très élevés et qui, du coup, ferment la porte à la plupart des investisseurs. Donc, il n'y a que ceux qui ont déjà de l'argent qui peuvent en profiter. Ce qui est effectivement dommage. Et évidemment, non seulement ça, mais également, on peut même imaginer réfléchir à ce que même les tout petits investisseurs, ceux qui n'ont pas beaucoup, puissent quand même bénéficier d'intérêts d'investissement. Donc, les enjeux par rapport au monde de l'investissement, c'est que ce soit du côté de l'émetteur, que ce soit côté de l'investisseur, eux, ils veulent quelque chose qui soit efficace et simple à utiliser. OK. Évidemment, l'émetteur, lui, veut que ça lui coûte le moins cher possible. Et du côté de l'investisseur, lui, il veut que l'investissement qu'il va effectuer va lui être le plus rentable possible. Ce sont des problématiques fondamentales. Encore une fois, on n'a pas encore parlé d'innovation. Et troisième chose, évidemment, du côté de l'émetteur, il veut que son risque, quand il fait son opération, soit restreint, c'est-à-dire potentiellement pouvoir choisir des actifs qui vont lui causer moins de risques possible, donc potentiellement des scénarios non dilutifs, par exemple, et surtout du côté de l'investisseur, parce que l'émetteur a besoin de séduire des investisseurs, et les investisseurs, eux, ont besoin d'avoir des solutions de liquidité, justement parce que s'ils ont un problème de la vie, ils ont besoin de pouvoir revendre. Et typiquement, l'immobilier est un actif d'investissement notoirement illiquide, et c'est une vraie problématique. Donc, il y a tout un tas d'investisseurs qui ne rentrent pas dedans parce que, à cause des problématiques de liquidité, il n'y a pas de solution de marché secondaire. Non seulement ça, mais également le fait que classiquement, comme je disais tout à l'heure, il y a la problématique des gros tickets d'investissement classiques à l'entrée dans les projets d'investissement immobilier, surtout les projets intéressants. Et ça empêche aux investisseurs de pouvoir mettre des plus petits tickets d'investissement et du coup d'envisager de pouvoir diversifier leurs risques sur un portefeuille d'investissement.
Et c'est là où les nouvelles technologies interviennent. Quand on parle d'efficacité, on parle de digitalisation. C'est-à-dire que les processus, maintenant, sur tout un tas dans tout un tas de pays, il est reconnu par les autorités de marché la possibilité de pouvoir représenter de manière digitale un actif qui était non coté. Donc, par exemple, une part de société immobilière, une obligation, une part de fonds. Ça peut être, alors ça c'est encore autre chose, mais ça peut être des contrats de cession de revenus futurs, c'est-à-dire, en anglais on appelle les royalties, donc le revenue-based financing qui consiste à acheter uniquement des droits d'accès sur les revenus locatifs, qui ne sont pas des titres financiers, enfin ça dépend des juridictions. Voilà, donc un des intérêts de pouvoir digitaliser ça, c'est qu'une fois qu'on a digitalisé ça, on va pouvoir digitaliser, une fois que l'actif est représenté de manière digitale, on peut utiliser la programmation pour mettre en œuvre automatiser tout un tas de processus et donc sabrer dans les coûts. Et là, on en revient à ce qu'on parlait des enjeux de rentabilité. Évidemment, en automatisant un maximum de processus, on va pouvoir sabrer dans les coûts. On y reviendra rapidement. Également, le fait d'utiliser ce qu'on appelle du coup la tokenisation, la tokenisation qui a représenté l'actif de manière digitale, cet actif est facilement fractionnable. On peut le diviser en tout un tas de petits morceaux, ce qui permet d'adresser la problématique dont on parlait tout à l'heure, le risque, le besoin de diversification des investissements, de pouvoir accepter des petits tickets d'investissement et donc ouvrir la porte aux petits investisseurs, donc démocratiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte les mêmes investisseurs qu'avant, mais également d'autres, y compris les petits investisseurs. Ensuite, propriété absolument fondamentale de ces innovations, c'est que ces tokens, donc ces jetons, ces représentations digitales d'un actif financier, sont facilement transférables et quand ce transfert est fait, il est effectif. C'est-à-dire, je ne peux pas le transmettre à deux personnes en même temps. C'est pour ça qu'il y a tous les régulateurs autour de la planète passent les uns après les autres au fait qu'ils acceptent de représenter ces actifs de manière digitale, ce qu'on appelle la blockchain. Mais qu'est-ce que ça permet? Le fait de pouvoir facilement transférer cet actif, ça fait qu'il devient énormément plus simple d'avoir des opérations de marché secondaire. Qui dit marché secondaire dit meilleure liquidité, dit moins de risques pour les investisseurs, etc. Donc vous avez compris, avec tout ce que j'ai évoqué, on a adressé les problématiques. Il y avait des besoins, des enjeux, et avec cette technologie qu'on appelle la tokenisation utilisant la blockchain, on adresse l'intégralité de ces enjeux. C'est ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas fait autre chose, on a fait la même chose qu'avant, juste en mieux, en traitant les pain points qu'il y avait. Alors, nous, de notre côté, effectivement, côté Thallium Assets, on est allé un petit peu plus loin sur certaines choses, mais c'est pas l'objet du débat. Autre point à noter, et c'est également ces technologies, non seulement, là on a parlé que de ce qui permet de faire mieux qu'aujourd'hui, il y a également, pour le coup, il y a un use case supplémentaire qui va apparaître grâce à ces technologies, c'est le fait qu'on va pouvoir faire, tout un chacun va pouvoir faire un nantissement partiel de ses actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je possède un bien, par exemple un bien immobilier, si j'ai besoin d'un prêt et que je veux mettre en hypothèque ce bien, c'est l'intégralité du bien que je mets en hypothèque. Avec la tokenisation, on a fractionnalisé ce bien. Donc, je peux être même un particulier. Je décide de fractionnaliser mon bien et c'est uniquement certaines parties, ce qu'on appelle des tokens, de ce bien que je vais mettre en nantissement pour pouvoir obtenir un prêt, etc. Ça, c'est absolument garanti que c'est le futur du monde de l'investissement. Donc, pour terminer là-dessus, sur du coup, les actifs qui peuvent être digitalisés, qu'on retrouve côté immobilier, ça peut être effectivement des actions, donc des parts de sociétés immobilières, on va revenir rapidement, des obligations, ça peut être des royalties, donc du revenu locatif, comme j'ai indiqué, des parts de fonds immobiliers, comme jetons utilitaires, on n'a pas le temps d'en parler là. Il y a des scénarios, notamment avec en utilisant des fiducies, des NFT. Alors, rapidement, les derniers seront beaucoup plus rapides. C'est simplement pour montrer, sur ce slide, que finalement, tous les processus qui sont mis en œuvre, une fois qu'on a digitalisé sur une blockchain un actif immobilier,
un actif financier correspondant à un actif immobilier, ce sont exactement les mêmes processus qu'on avait avant. Il y a toujours des procédures pré-émission qui sont sur la structuration financière, le conseil juridique et le fait qu'il y a due diligence du bien immobilier, etc. Ça ne change pas. Derrière, en bleu marine, ce sont les processus qu'on a pu digitaliser de notre côté et qui vont permettre finalement du coup de sabrer considérablement dans les coûts, d'automatiser un paquet de processus et de beaucoup plus facilement aborder d'autres investisseurs. Et derrière, avec des possibilités d'accès à du marché secondaire, soit du marché secondaire en gré à gré qui peut être régulé, voire des plateformes boursières avec du matching engine pour matcher les carnets d'ordre de vente et d'achat. Dernier slide que je fais court, c'est le schéma très général représentant les scénarios que nous, on a rencontrés jusqu'à présent, et qui, enfin, alors certains autres qui sont très différents, mais où, grosso modo, on se retrouve sur les schémas où soit on fait de la tokenisation, où on va faire du partage de propriétés immobilières. Donc, dans ce cas-là, c'est un scénario où on prend un bien immobilier. Typiquement, on va créer un SPV qui va avoir à son actif le bien immobilier. Ce SPV est constitué de parts, donc ces actions, ces parts, elles sont tokenisées, du coup sont très faciles à manipuler, à revendre, etc. Et à partir de là, on va pouvoir gérer et la propriété partielle d'un bien et l'accès aux droits que sont les revenus. Le deuxième scénario, donc là vous voyez, c'est, excusez-moi, là ce sont les investisseurs qui apportent un SPV. Ce SPV, en contrepartie, transmet des actifs qui sont sous forme de tokens, mais d'une certaine manière, ça n'est que la traduction technique. Ce sont des actifs financiers. Et derrière, le SPV, lui, se porte acquéreur, donc peut être acquéreur du bien. Ce bien va, par exemple, générer des revenus ou à la revente également générer des chiffres. Donc, ça peut être des revenus locatifs qui sont redistribués au prorata, etc. Et derrière, peut y avoir du marché secondaire en gré à gré. Ça. Pareil pour le part de fonds, c'est-à-dire que cette fois-ci, ici, la structure sera un fonds qui se portera acquéreur de plusieurs biens. Le schéma va être le même. Le dernier scénario ressemble, sinon qu'il n'y a pas de part il n'y a pas de droit de propriété. C'est du partage de revenus. C'est encore une fois ce qu'on appelle en anglais le revenue-based financing. C'est du revenu sharing où on peut automatiser intégralement les processus, voire, et je terminerai par ça, voire on peut même utiliser de l'open banking pour aller détecter automatiquement les arrivées de chiffre d'affaires, de revenus locatifs, pour automatiquement faire les redistributions, pour que tout soit digitalisé de A à Z, et donc permettant d'inclure et les gros investisseurs, les petits investisseurs. Et voilà, et je vous passe la main, et c'est avec plaisir que je vous ai fait cette présentation. Merci, on va applaudir, voilà, on va l'acclamer. On vient de faire un long voyage, on est allé très loin, et j'observais dans la salle, à un moment on était dans les nuages un peu, on est revenu. Alors, ça a été à la fois technique, on a compris quelques éléments. Pour nous permettre de revenir un peu dans le basique, je voulais savoir, François, est-ce qu'il y a des cas pratiques d'application de cette tokenisation, par exemple, maintenant dans le cadre de la France? Est-ce qu'il y a des cas pratiques? Est-ce que de manière simple, on peut dire, voici une transaction qui s'est passée et voilà comment est-ce que ça a aidé à faire un processus réel, voilà. Absolument. Absolument. Alors, il y a plusieurs transactions qui ont été faites, alors qui sont permises il y a deux choses. Effectivement, il y a une problématique qui est qu'en France, problématique, c'est un point positif, qui est que depuis 2018, l'AMF s'est prononcée et s'est inscrit dans le Code des marchés financiers qu'il est possible de représenter des parts de société sur un registre digitalisé, donc sur une blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, je peux créer un SPV et ce SPV, ces actions, que je fasse sa tenue de registre sur papier ou sur la technologie qu'on appelle la blockchain, c'est la même chose. L'intérêt de l'avoir sur la blockchain, encore une fois, c'est que à partir de là, c'est digitalisé et il y a tous les avantages dont j'ai parlé qui s'ouvrent. Donc, il y a effectivement des opérations qui ont eu lieu en France dès 2019. Depuis, il y a eu plusieurs autres opérations. Ce qu'il faut comprendre, ce qui a
été un petit frein, c'est que certains ont cru qu'à partir du moment où c'était digitalisé, d'un point de vue fiscal, ça allait changer la donne par rapport au scénario traditionnel. Il faut bien comprendre encore une fois qu'on parle du même actif que non digitalisé. C'est exactement le même. Donc, par exemple, les droits de mutation également sont présents. Donc, c'est effectivement ce genre de choses a fait que la partie digitalisation du monde de l'investissement immobilier a tardé un petit peu le temps que le marché comprenne où étaient ses avantages. Nous, on constate depuis l'été dernier qu'il y a un vrai changement de tendance, où il y a une tendance très forte vers la tokenisation de l'immobilier. C'est-à-dire que, pourquoi ça a traîné ? Parce que on parle de nombreux processus qui ont besoin d'être digitalisés. C'est très long à mettre en œuvre. Une fois qu'ils ont été mis en œuvre, derrière, il y a eu un travail d'évangélisation auprès des investisseurs. Et ça y est, maintenant, effectivement, le marché y va. Donc, des opérations, on a des opérations en cours pour des parts de fonds immobilières. Quelque chose qui a énormément le vent en poupe, particulièrement avec nous, c'est le partage de revenus dont je parlais. Une problématique par rapport au partage de revenus, c'est que selon les juridictions, les régulateurs ne sont pas tous d'accord sur la qualification juridique de ce qu'est un partage de revenus immobiliers. L'AMF s'est prononcé il y a très peu de temps, en l'occurrence, en France, et ils ont considéré que c'était un titre financier. Et effectivement, ça a un petit peu chamboulé le marché, mais du coup, tous les acteurs du marché rentrent dans les rangs et font en sorte d'être régulés. Qui dit titre financier dit besoin d'être régulé. Donc 2023 va voir pas mal de projets là-dessus. C'est complètement court. Voilà. Merci François. Alors, je vais me retourner maintenant vers le cher aîné Félix. On parle de la France. C'est vrai que chez nous, en zone francophone, on est souvent très réfracté à tout ce qui est innovation et le régulateur est très vigilant. Alors, quel est le cadre réglementaire ici aujourd'hui pour tout ce qui est financement alternatif ? Il a parlé de crowdfunding, de tokenisation, mais quelle est la préparation, le niveau de préparation sur le plan réglementaire que nous avons ici pour accueillir de telles innovations ? Merci bien, Olivier. Et encore, merci à notre ami et partenaire François. Voilà, d'abord, je vais vous donner quelques exemples. On va repartir en 95. Okay. On a un doyen dans la salle. Voilà. Combien parmi vous ici avez déjà utilisé le service de transfert d'argent Western Union? Western Union. Bon. L'aventure Western Union commence en Côte d'Ivoire en 1995 avec SNC Finance. À cette époque-là, aucune banque de la place en Côte d'Ivoire pratiquait le service de transfert d'argent Western Union. Une seule société, SNC Finance, société anonyme, créée par des investisseurs. Mais est-ce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de législation pour le transfert d'argent au Western Union, tel qu'on le connaît aujourd'hui? Il n'y avait aucune législation. Qu'est-ce que SNC Finance a fait? C'est d'approcher le ministère de l'économie et des finances à travers la direction des finances extérieures. Et ils se sont fait octroyer un agrément à l'époque qui est l'agrément qu'on attribuait au bureau de change manuel lorsque vous voulez faire des achats de vente de devises. Voyez? Donc, aujourd'hui, tout le monde fait Western Union, MoneyGram, RIA, toutes les banques en Côte d'Ivoire et dans l'espace UEMOA. Et sur le continent africain, font du transfert d'argent.
Alors qu'en 1995, il n'y avait pas de législation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est à nous, acteurs privés, de cet écosystème, de cette économie numérique naissante, c'est à nous d'être ce qu'on appelle en anglais les trailblazers. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, c'est-à-dire les avant-gardistes. C'est à nous de tracer le sillon, être les pionniers. Et vous verrez que d'ici quelques années, eh bien, ce sera, comme aujourd'hui d'ailleurs, après Western Union, il y a eu le mobile money avec Orange. Qui aurait pu penser qu'Orange Money allait marcher? Là encore, la législation, la réglementation n'était pas claire au niveau de la BCAO. C'est progressivement qu'aujourd'hui on parle d'agrément d'émetteurs de monnaie électronique. Et on voit même aujourd'hui des associations, banques et opérateurs télécoms, bon, on ne les citera pas ici, qui créent une banque digitale. Mais c'est pour dire, mon cher Olivier, j'ai tenu à faire ce rappel historique pour montrer que quand on parle aujourd'hui de finances décentralisées, quand on parle de blockchain, quand on parle de crowdfunding, donc d'ici quelques temps, eh bien, c'est par rapport à ce que nous, secteur privé, allons réaliser, que les régulateurs vont s'aligner. Mais déjà, je peux vous dire, malgré l'absence d'un cadre réglementaire, c'est vrai, comparativement à la France qui est déjà un peu plus avancée que nous, malgré l'absence du cadre réglementaire en zone UEMOA et en zone CEMAC, l'Afrique centrale, il y a quand même une initiative qui a été prise ici au niveau de la BCAO, la Banque centrale, c'est de mettre en place ce qu'on appelait un sandbox. Un sandbox, c'est un peu un environnement où le régulateur dit aux fintech, donc aux sociétés qui pratiquent la finance, la technologie financière, les fintech, eh bien, la BCAO vous dira, écoutez, nous avons créé cet espace, un peu comme un incubateur, venez et puis prouvez-nous que votre affaire là, ça marche et qu'il n'y a pas de risque pour le grand public. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade. Très bien. En tout cas, merci. Ça veut dire qu'on a quand même des avancées côté régulateur. C'est pas souvent qu'on a vu ça, où le régulateur crée un espace pour pouvoir accueillir cela. Alors, Béli, je voudrais maintenant revenir à toi. L'expérience du Canada par rapport à tous ces modes de financement alternatifs-là, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est du crowdfunding? Est-ce qu'on le pratique d'abord de manière basique et est-ce qu'on arrive aussi à inclure la technologie telle que je vois le chemin qui est en train d'être tracé en France là maintenant? Donc déjà, merci Olivier. C'est tout un honneur aussi d'être devant un doyen. C'est clair que je ne vous connaissais pas et je vous ai entendu tantôt et je suis vraiment très honoré d'être avec à vos côtés. Donc merci et merci aussi William de cette invitation. C'est clair qu'aujourd'hui cela démontre aussi je dirais de la profondeur de ton événement. En tout cas, merci à toi. Merci François de cette introduction. C'est clair que aujourd'hui, bon, moi j'ai pas obligatoirement, je dirais, un background vraiment en finance pure. Moi, je suis beaucoup plus. J'ai appris sur le terrain. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Parce que moi, je suis, comme on l'a dit, un ingénieur de formation et je travaillais à Bombardier à l'époque. Donc, quand j'ai décidé effectivement d'aller en finance, parce que j'étais vraiment attiré juste par de l'argent. C'est aussi simple que ça. J'étais attiré. Au moins, il est J'étais juste attiré par de l'argent. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai sorti en gros de ma formation d'ingénieur, c'est bizarre parce qu'il y a la banque qui m'a appelé. Juste comme ça, la banque m'a appelé et la banque m'a donné du financement. Pour acheter déjà à l'époque ma première maison. J'avoue que j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi la banque m'a appelé parce qu'auparavant j'étais en France et en France j'avais un beau projet sur la technologie, l'innovation à l'époque. Et à l'époque, quand je suis allé à la banque m'a pas donné ce prêt. Parce qu'à l'époque, ils me demandaient qui j'étais, c'était quoi mes garanties, d'où je venais, c'était qui mon père, c'était même qui ma mère.
Et après, du coup, donc quand je suis parti au Canada, rien, la banque, moi, m'appelle pour me dire, tu as du financement pour acheter de l'immobilier. Donc j'ai accepté quand même, j'ai pas refusé. Et quand j'ai accepté, donc après quelques temps, il y a une personne qui vient chez moi, il tape et elle me propose effectivement de racheter mon bien. Donc j'ai dit ok, c'est parfait, avec quelques milliers de plus. Ok. Donc j'ai fait quand même cette répétition parce que j'ai un peu compris que on pouvait faire ça pour un peu d'argent. Donc, comme 4 ans plus tard, quand j'ai travaillé à Bombardier, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai effectivement, avec mon pouvoir d'achat, j'ai réalisé quand même plusieurs coûts en immobilier. Et donc, quand j'ai compris effectivement que je pouvais gagner un peu d'argent, donc j'ai démissionné de Bombardier pour vraiment. D'abord, j'étais repéré par la banque à l'époque qui était Desjardins. Ils m'ont demandé effectivement de venir chez eux, donc pour être directeur hypothécaire, pour financer finalement maintenant les autres personnes pour acheter de l'immobilier. Donc là, j'ai commencé à comprendre effectivement comment ça se passait avec mon esprit un peu cartésien. J'essayais de comprendre. Et rapidement, j'ai bien compris. Et donc, en 2013-2014, j'étais le meilleur directeur hypothécaire au Québec, où j'ai accompagné quand même un plus gros volume de personnes qui pouvaient acheter et financer et conseiller dans l'immobilier. Et en 2015, j'ai créé donc effectivement Galerie Financière qui était comme un one-shop financement. Pourquoi? Parce que à Galerie Financière, on peut regrouper toutes les banques. C'est comme si ici, on avait une banque, on avait comme une entreprise qui avait BNI, Société Générale, tout en un. Et donc, j'offrais ces services-là. Maintenant, pour offrir ces services et d'une manière efficace, effectivement, on a pensé créer comme une plateforme qui arrivait effectivement à servir en gros tous les clients quand ils venaient me poser des questions. Donc, c'est-à-dire quand il y a un client qui venait, automatiquement, on avait la capacité de sortir un score de crédit généralisé, un score de crédit interopérable. Dans le sens que ici, par exemple, vous avez un compte à la BNI, vous partez à Ecobank, on ne vous connaît pas. Moi, comme à l'époque, on avait déjà développé cet aspect-là pour que derrière, quand il y a un client qui vient, on arrivait donc à déterminer son profil d'investisseur. Et donc, c'est un profil 360 degrés qui nous permettrait effectivement de faire un score sur cette personne-là, vraiment en fonction de qui il était. Quand je dis qui il était, c'est au-delà de ses prêts qu'il pouvait prendre de gauche à droite, même dans sa manière de consommer. Quand il partait prendre un prêt auto, il partait prendre un prêt, n'importe quel type de prêt, ou même quand il partait consommer n'importe quel type de consommation au-delà de tout le Canada et même jusqu'aux États-Unis, on arrivait à déterminer effectivement c'était qui cette personne-là. Et donc, on avait ce score-là. On travaillait beaucoup à l'époque avec Equifax et TransUnion. C'était les deux compagnies, effectivement, qui géraient ça. On a beaucoup travaillé avec eux. Et par la suite, effectivement, donc l'économie au Canada fait que derrière, quand il y a une personne, on n'a pas obligé de comprendre et de connaître si cette personne vient avec des garants. On va juste, en gros, en fonction de qui il est, de ses habitudes de consommation et surtout de comment il a l'habitude de rembourser son crédit, on peut le financer. Et c'est ça qui est beau parce que derrière, avec la technologie, on arrive à financer l'économie. Donc les banques, en gros, se basent sur ça pour vraiment financer l'économie. Donc là maintenant, depuis 2018, j'avais cet esprit vraiment bien comprendre ce qui se passait au Canada. Et quand j'ai regardé quand même le marché de loin de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Et j'ai vu que effectivement, il y avait déjà un gros problème d'inclusion financière déjà ici en Côte d'Ivoire. Parce que pour créer un tel système, un système où les banques pourraient se baser juste sur des habitudes de consommation, il faut que les banques puissent savoir comment vous consommez, comment les gens y consomment. Alors qu'on n'était pas là, puisque il y a juste à peu près 20% de la population ivoirienne qui a eu accès à un compte bancaire ici. Donc du coup, il faut démultiplier ça. Démultiplier les présences de banques de gauche à droite pour que derrière, monsieur, madame, tout le monde puisse s'intégrer dans le système bancaire pour qu'après la banque puisse les connaître, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, il y a un gros problème à l'époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs,
les banques, pour créer déjà une succursale bancaire, une agence bancaire, il faut à peu près 300 millions de francs CFA, qui compte. C'est quand même beaucoup d'argent pour une banque, n'importe laquelle. Là, c'est quand même très, très, très demandant. Donc, à l'époque, la digitalisation n'était pas encore vraiment fort ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a travaillé beaucoup avec une banque ici de la place, effectivement, pour créer, je dirais, une plateforme et pour créer, en gros, je dirais, l'idée d'une stratégie d'affaires pour pouvoir démultiplier les services de la banque sans que la banque puisse se déplacer. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous connaissez toute cette banque-là. Aujourd'hui, par exemple, on a la capacité un investisseur quelconque a la capacité de créer une agence bancaire, basé sur, en gros, une plateforme qui est connectée directement au core banking de la banque, pour que quand vous faites, en gros, n'importe quel type de service, ouverture de compte bancaire, cash in, cash out, c'est impacté directement sur votre compte bancaire. Ça a permis, en gros, à la banque de créer comme des EcoBank Express pour pouvoir, en gros, se démultiplier. Donc, il fait qu'aujourd'hui, EcoBank Express, par exemple, ça s'est démultiplié et on arrive à avoir des EcoBank Express, par exemple, dans des villages un peu reculés, etc., etc. Et ça, c'est hyper important parce que quand on parle de accès au financement, il faut quand même déjà connaître, en gros, cette base-là pour que derrière, construire cet écosystème-là déjà pour pouvoir, en gros, permettre effectivement à la banque de vous connaître et et d'injecter. Donc, ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis ici en Côte d'Ivoire depuis 2020, je dirais. Et donc, on voit aujourd'hui, on travaille quand même beaucoup à la mise en place de ces réseaux bancaires déjà. On accompagne beaucoup de banques dans leur processus de digitalisation, dans la mise en place de ces plateformes-là. Et ça va permettre effectivement après aux banques là, de financer des produits, de financer, je dirais, les consommateurs dans leur investissement immobilier ou autre. OK. Donc, on a bien compris qu'il y a un gros travail qui est fait par rapport à l'inclusion financière. Comment est-ce que ça va impacter le financement de l'immobilier et surtout, comment est-ce que ça va s'arrimer à ce nouveau mode de financement alternatif-là, ce travail qui va être fait sur l'inclusion financière. C'est parfait, merci. Tantôt, on a suivi effectivement des clubs. On a vu qu'un gros club immobilier, par exemple, qui existe quand même beaucoup aussi. C'est cette culture-là qui existe beaucoup au Canada, parce qu'au Canada, on est tous des entrepreneurs, en fait. On est toujours en train de penser à des systèmes pour créer des systèmes, parce on veut pas juste se limiter. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, on veut pas se limiter. Et choses qui existent, et les clubs investisseurs, pour moi, c'est hyper, hein, ils sont puissants, en fait, parce que ils connaissent le métier, ils connaissent l'investissement, ils connaissent aussi les défis de lotissement, les ACD de ce monde, des choses que moi je connaissais pas à l'époque. Et de ces clubs-là, comme on a pu le montrer tantôt, ils vont souvent en région pour après parler de culture financière, d'éducation financière. Mais tout ça passe obligatoirement aussi par des personnes qui doivent être bancarisées, qui doivent être dans le système. Parce que pour qu'on puisse connaître ces personnes-là, pour qu'on puisse même les accompagner aussi, il faut que ces personnes-là puissent être dans le système. Vous comprenez? Et effectivement, c'est comme je dirais, c'est tout un noyau, c'est toute une chaîne, et l'outil de bancarisation fait partie de cette chaîne. Et pour que derrière, tout le monde puisse être prêt d'être efficace. D'accord. Merci pour ces éclairages et cette comparaison. Alors maintenant, je sais qu'on a des promoteurs dans la salle, des porteurs de projets immobiliers. De manière simple, grand frère Félix, si quelqu'un a un projet, on parle de financement alternatif. Concrètement, il commence où? Il fait quoi? Et qu'est-ce qui va faire qu'il ait un financement qu'il ne peut pas avoir aujourd'hui par ces nouveaux modes-là? Donc, il y a des promoteurs en salle là. Il faut nous dire ça en français facile, pas des banquiers, de banquiers de la belle époque, les doyens de la banque. Le promoteur, là, lui, comprend langage, briques, monter, appartement, vendre, voilà. En français facile, comment on peut dire ça? Merci Olivier. Non, je crois que déjà, François a donné un peu le cadre. Hein. Ouais. Voilà, il a expliqué des notions fondamentales. Voilà, parce que l'investissement immobilier, il est important. Ça nécessite de mobiliser des ressources importantes. Donc, tout à l'heure, il nous a parlé de la tokenisation. Donc, et tout simplement, la manière donc de convertir un actif immobilier en jeton numérique.
en un actif numérique. Je crois que ça, il a très bien expliqué. OK? Ah. Oui, François, petite correction. Un complément, c'est tout, j'allais dire. Non, c'est pas une correction, c'est juste un petit commentaire. Simplement, parenthèse pour compléter, je redonne la parole, et qui, je pense, était peut-être un élément de réponse qui était attendu dans la question tout à l'heure. C'est le fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans les opérations qui sont en cours, justement, quand je disais que traditionnellement dans le monde de l'investissement, les tickets d'investissement commencent à un certain niveau, là, on parle de tickets d'investissement qui sont les opérations. Parfois, alors pour le coup, je trouve que c'est c'est exagéré, c'est plus du marketing à ce niveau-là, mais ça veut tout dire. Parfois, ça descend jusqu'à 1 euro le ticket d'investissement. Donc parfois c'est 10 euros, parfois c'est 100, mais même 100, c'est rien. Et ça ouvre tout de suite la porte à énormément plus de possibilités et ça démocratise l'investissement. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, merci François. Alors, vous voyez, soyons pratiques. Thallium Asset Management et EIC Corporation sont des partenaires. EIC Corporation a son siège à Paris. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait aujourd'hui sur le marché européen par Thallium, nous pouvons le répliquer ici. C'est qu'en d'autres termes, c'est vrai que la réglementation ne l'autorise pas encore, mais étant déjà ici, en Côte d'Ivoire, nous pouvons mobiliser, j'appellerais pas des petits investisseurs, il n'y a pas de petits investisseurs, mais des investisseurs qui investissent pour des tickets minimum. Et ça, on sait le faire. On peut le faire à travers des plateformes digitales. On peut faire tout le processus que ferait une banque, à savoir votre pièce d'identité, les informations sur votre lieu de résidence, votre profession. Tout ça, on le fait de manière digitale. Sans oublier le fait que EIC Corporation étant représentée dans 50 pays, vous pouvez participer à une opération de financement participatif à partir de la Côte d'Ivoire ou de votre pays d'origine, si vous êtes d'un pays de la sous-région, et investir sur des marchés à l'étranger, au Canada, aux États-Unis ou même en France. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais tout ce qu'il faut retenir, ça commence d'abord par l'épargne. C'est l'épargne investissement. Et c'était toute la philosophie de EIC Corporation à partir des clubs d'investissement. Que ce soit des investissements, des épargnes hebdomadaires, journalières, mensuelles, vous décidez vous-même de votre rythme. Voyez? Et une fois que vous avez atteint, je dirais, un seuil critique, vous intégrez la plateforme. Et à partir de là, tout est permis. Alors, avant de donner la parole à François, je voulais quand même rappeler le contexte de l'investissement et surtout de l'investissement digital. On parle de blockchain. Parfois, on passe de blockchain à crypto. On sait tous les espoirs de la crypto. On sait où on en est aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir la confiance des acteurs dans ces nouveaux modes de financement-là, qui parfois ne sont pas suffisamment bien compris? De manière pratique, on a des personnes en salle qui voudraient s'intéresser à ce type d'investissement. François, comment est-ce qu'on les rassure? Comment est-ce qu'on les met en confiance pour que, même si c'est 10 euros, 100 euros, qu'ils se sentent en confiance dans un système qui a des gages de crédibilité? Merci pour la question. C'est une question intéressante et qui rejoint en partie ce pourquoi je souhaitais compléter quelque chose. Par rapport à un point important également à avoir à l'esprit, c'est que effectivement pour certains acteurs, certains investisseurs notamment ou certains émetteurs, ils peuvent se dire ah oui, ok, donc j'entends que peut-être que par exemple en Côte d'Ivoire le régulateur ne s'est pas encore prononcé, donc oui, mais je sais pas, etc. Non, il n'y a pas de problème. On a exactement ce type de scénario, par exemple actuellement en Côte d'Ivoire avec EIC Corporation, également en Belgique.
alors, par exemple, prenons la Belgique. La Belgique, le régulateur n'a pas statué encore sur le fait de reconnaître. Ça viendra, c'est obligé, parce que, encore une fois, c'est une technologie qui n'apporte que des avantages. Donc, de toute manière, ça arrivera. Mais en attendant, théoriquement, un titre financier enregistré sur une blockchain n'est pas stricto facto dans les textes de loi encore reconnu en Belgique. Ce n'est pas un problème pour bénéficier de tous les avantages. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour rejoindre ce qui vient d'être dit. Vous pouvez tout à fait avancer avec tous les avantages. Et pourquoi ? Parce que de toute manière, il a été prévu ce genre de problématique. Et il y a un backup des registres de titres et des mouvements de titres sur des formats qui sont reconnus. Donc, de toute manière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de toute la digitalisation des processus qui apporte énormément de valeur ajoutée, qui ouvre la porte à la démocratisation de l'investissement, tout en restant dans un cadre réglementaire, parce que en cas de besoin, de toute manière, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur les exports reconnus. Alors, ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée là. Plus généralement, par rapport effectivement à une question crypto, ce genre de choses, bien comprendre. Également, c'est compliqué. Je dis compliqué parce que d'expérience, combien de fois, ça m'arrive tout le temps, où j'ai des interlocuteurs qui font l'amalgame entre un titre financier représenté sur une blockchain par un token, mais c'est jamais que la réponse technique, et les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Ce sont deux choses qui n'ont strictement. La seule chose que ça a à voir, c'est que ça utilise la même technologie. Ouais. Point. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Un Bitcoin, c'est un actif spéculatif qui n'a pas de sous-jacent, de sous-jacent réel. C'est quelque chose qui existe dans le monde virtuel et qui existe et qui a une valeur de par son usage et par sa demande, mais il n'y a pas de sous-jacent. Quand on parle de digitaliser un actif, une part de société immobilière, un contrat de cession de revenus futur, ce genre de choses, une part de société immobilière, c'est une part de société immobilière. Ça a une valeur, c'est la même chose que sur papier. Ça a une valeur intrinsèque. Donc la seule chose que le token a fait, il n'a pas rajouté une composante crypto à la chose. Il a juste permis de digitaliser ce qui avant n'était pas digitalisé. Et à partir du moment où c'est digitalisé, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, sur le volet, s'il y a des questions par rapport à oui, mais quand même, le sujet crypto également m'intéresse potentiellement lié à tous ces investissements pour pouvoir faire des investissements dans ces actifs immobiliers avec de l'argent qui aurait été sous forme de crypto, effectivement, non seulement la question est tout à fait pertinente, c'est garanti que c'est le futur, parce que de la même manière que pour les titres financiers, de toute manière, l'argent va être de plus en plus digitalisé. C'est une démarche qu'AEIC, justement, avec son ce qu'on appelle un utility token, son coin, qui s'appelle le Lior, qui en fait permet de beaucoup plus facilement manipuler de l'argent, parce qu'à partir du moment où ça a été digitalisé, c'est comme pour les titres financiers, tout devient tellement plus facile et on peut sabrer dans les coûts de gestion. On peut avoir une bien meilleure traçabilité sur ce qui se passe. On peut beaucoup plus facilement, je dis n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Ce sont des cas très concrets où combien de fois on a des scénarios où dans les modes de paiement, il y a quelqu'un qui doit être rémunéré parce que c'est un apporteur d'affaires, parce que c'est un conseiller en gestion patrimoine, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être automatisées de manière fiable grâce à ces technologies, et le fait d'utiliser éventuellement des cryptos peut faire que cet argent est automatiquement distribué. Et à savoir, et je terminerai par ça, qu'il y a crypto et crypto. Il y a les cryptos effectivement qui sont totalement spéculatives, comme Bitcoin, Ether, ce genre de choses. C'est ça part de risque, effectivement. Il y a d'autres choses où l'intégralité du marché tend vers ça. Le Lior en est un très bon exemple. Et de manière générale, les banques centrales travaillent activement à créer ce qu'on appelle des monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire créer des existants digitaux
par exemple de l'euro, ça peut être du franc CFA, et qui, à partir du moment où justement ça va être digitalisé, ça va être de la même manière que pour les titres financiers, c'est la même chose que le billet de banque ou que la pièce. La différence, c'est que à partir du moment où c'est digitalisé, c'est tellement plus facile de le distribuer, d'aller commissionner un tel, etc., etc. Merci François. Avant de prendre quelques questions, je voulais poser juste une petite question à Béli. On veut passer à la digitalisation. Ça veut dire qu'on prendra un actif comme celui-ci, on va le découper en petits morceaux, on aura un token. Est-ce qu'on peut le faire sans être passé par le découpage en papier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive même pas encore à dématérialiser, à découper un immeuble comme celui-ci en petit papier où on peut faire, on aura des titres en main, au moins, on aura quelque chose en main pour pouvoir investir. Est-ce que ce n'est pas un obstacle à l'adoption de cette partie de tokenisation, Béli? Qu'est-ce que tu en penses? Allô. Donc c'est clair que on parle d'éducation ici, hein, tu sais. C'est clair que je pense que la plupart des gens ici, en gros, ils veulent aussi quand même avoir quelque chose de tangible. Mais ça, par contre, en gros, c'est question d'éducation et de temps. Parce qu'aujourd'hui, même pour des gens, même en France, ou aux États-Unis ou au Canada, ils ne sont pas obligatoirement familiers à ça. Mais par contre, c'est vers ça qu'on doit y aller. Parce que la digitalisation permet effectivement de répondre et d'avoir des informations rapides, des transactions rapides et des transactions surtout sécuritaires. Malgré tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, par exemple, on voit bien que on arrive à vendre des lots à différentes personnes, ou le même lot à différentes personnes, alors que avec la blockchain, c'est impossible. Quand la blockchain a commencé, il y a beaucoup de pays qui ont pris la blockchain même pour sécuriser leur lot, le lotissement. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la technologie fait que normalement, c'est vers là où on doit aller. Mais c'est question aussi d'éducation, c'est question de rendre résistance au changement. Il y a beaucoup de choses qu'on doit passer à travers. Mais par contre, c'est ouvert à tout le monde et la technologie existe aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. En fait, je crois qu'on a eu beaucoup d'éléments. On va souhaiter prendre quelques questions. Certainement, il y en a qui brûlent dans la salle. Donc, vous les experts, ces experts sont à votre disposition. Potentiels porteurs de projets, ceux qui se posent encore des questions sur comment ça va se matérialiser, cette division d'un bien comme celui-là en petits morceaux pour pouvoir le vendre à des personnes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va commencer au fond là, oui. Bonjour, Diallo Mamadou, PFO Immobilier. Je voulais savoir sur un projet en développement, sur une opportunité qu'on peut avoir, comment on peut le scinder en titres et puis le développer et ensuite pouvoir le revendre derrière. Alors, tout à l'heure, à la base, bien sûr, il faut constituer un SPV. Donc, ça peut être une SCI, une société civile immobilière. OK, donc vous êtes un groupe d'investisseurs réunis au sein de cette entité. Vous avez un terrain, n'est-ce pas, avec votre titre foncier, avec votre ACD. Donc ça ne change rien pour l'instant, au schéma classique. Mais où on va intervenir, c'est que dès lors que l'entité est constituée juridiquement, donc en fait c'est l'actif immobilier, qu'il soit terrain ou bâtiment construit, c'est cet actif-là qui va être digitalisé. Donc, en fait, c'est tout l'actionnariat de la société qui est digitalisé. Et dès lors, on peut émettre des actifs numériques, donc des jetons numériques qui seront portés par chacun des investisseurs. Voilà le principe. Il va peut-être repréciser la question. Je crois que... Oui, en fait, sur un terrain que moi je peux avoir, le terrain, il a une valeur. Oui. J'ai besoin de fonds propres pour pouvoir le développer derrière. Comment ça peut se passer sur un terrain nu que j'ai aujourd'hui, le temps, alors que je n'ai pas encore identifié les fonds propres nécessaires tout de suite, comment ça peut se faire dans le temps? C'est-à-dire aujourd'hui, j'achète un terrain à l'instant T qui vaut 10. Je vais avoir besoin de faire des études sur 6 mois qui vont me coûter 3.
comment je peux, à l'instant T, aujourd'hui, me dire que je peux engager dans ce schéma-là? C'est clair que là, en gros, c'est vraiment... Alors, Voilà, c'est François. Oui, vas-y, François. François, vas-y, tu es plus à même à répondre à ça. oui, excuse-moi. Oui, la question est importante. Premier élément de réponse, c'est que le premier élément de réponse n'est pas du côté de la technique. C'est-à-dire que le but ce qu'il faut au départ, c'est comprendre quel est l'actif financier qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, justement. C'est-à-dire, je rappelais tout à l'heure qu'il y avait avant de digitaliser, finalement, dans la structuration, il y avait une très très grande flexibilité. Parce que, comme il était dit tout à l'heure, ça peut effectivement être une part de SPV, ok, très bien. Ça, c'est d'un point de vue juridique, etc., c'est très facile à mettre en œuvre. Et c'est très rapide. Maintenant, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin, parce que vous avez précisé effectivement votre demande sur le fait qu'il y a tout un tas de points d'interrogation qui font que peut-être ou pas, que ça ne se prête pas exactement à la structuration d'un SPV vendu en parts, correspondant à une valeur d'actif que les gens connaîtraient au départ, etc. Peut-être que c'est autre chose qui est envisagé. Très concrètement, nous, c'est un scénario qu'on rencontre parce qu'effectivement, dans le secteur de l'immobilier, il y a plusieurs acteurs très différents avec lesquels on travaille. Notamment, il y a les promoteurs, où les promoteurs, typiquement, ont la problématique ils ont besoin d'une grande quantité de fonds par rapport à tel projet. OK. Ou assez classiquement, il y a une partie non négligeable de ces fonds qui va venir d'une banque. Maintenant, la banque, elle, en amont, va demander qu'il y ait quand même eu un apport minimal. Et c'est là où il y a des solutions très intéressantes à apporter. Soit, effectivement, un financement pour ça. Maintenant, ce qui intéresse certains, c'est d'imaginer le scénario quand je disais qu'il y a la flexibilité sur le type d'actif qui est retenu, c'est qu'il y en a qui s'intéressent beaucoup au scénario de revenue-based financing, donc les contrats de cession de revenus futurs, donc revenue sharing, qui sont non dilutifs. Donc ça peut potentiellement être très intéressant pour les projets. C'est non dilutif, c'est pas de la dette. C'est potentiellement quelque chose contre lequel l'émetteur, donc le promoteur, va devoir d'une certaine manière promettre, s'engager. C'est pas de l'engagement parce que c'est pas une obligation, mais va annoncer des objectifs de redistribution de revenus importantes aux investisseurs pour les faire venir effectivement et avoir ce premier pactole qui derrière il va pouvoir aller présenter à la banque pour obtenir des fonds supplémentaires. C'est une manière de faire. Ce que je veux dire, c'est que ce fonctionnement, les contrats de cession de revenus futurs fonctionnent comment ? Ils disent, voilà, si vous me financez et sur mon chiffre d'affaires, ou telle partie de mon chiffre d'affaires, il y a tant de pourcents qui sera redistribué au prorata de ce que vous avez apporté comme fonds, jusqu'à ce que vous atteigniez un objectif de redevance cumulée. OK. Donc, ça peut potentiellement être très intéressant pour les investisseurs si effectivement ils ont fait leur due diligence et que le projet est très intéressant. Et c'est potentiellement intéressant pour le promoteur d'annoncer un objectif de rentabilité très intéressant sur une petite partie et non sur la globalité du projet, parce que finalement, le promoteur a juste besoin de financer cette première partie avant d'obtenir le prêt à la banque. Je ne sais pas si c'est un des éléments de réponse à votre question. Je pense que c'est bon. Oui, il fait signe que c'est bon. Alors, on va prendre une autre question. Est-ce qu'il y en a une autre? On peut dire qu'il y a le côté fort. Hein, donc, maintenant, je ne sais pas comment on appelle les autres côtés. Là. Ceux qui ne sont pas forts. Bon, voilà, il vient sauver ce côté-là. Oui, monsieur le maire. Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges et cette présentation qui est excellente. Je trouve que c'est un mécanisme prometteur pour l'avenir. Ma question, elle a trait en fait à certains aspects réglementaires qui existent aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est dans une zone monétaire dans laquelle il y a un contrôle de change. Comment est-ce que ça se passe de manière concrète quand des investisseurs qui sont à l'étranger veulent prendre une participation dans une société qui développe un actif ou qui possède un actif en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que de manière concrète la question du contrôle des changes se passe? Est-ce qu'il va falloir par exemple justifier l'origine des financements? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura un support qui justifie, un support physique contractuel peut-être qui doit justifier la provenance des financements. Et puis de la même manière, pour rémunérer les investisseurs étrangers, il faut pouvoir justifier la nécessité de transférer les devises à l'étranger. Comment ça va se passer de manière concrète? Merci beaucoup. Peut-être Félix va commencer et puis François va compléter parce que ça fait intervenir deux aspects. Juste tout d'abord. Oui. Oui, pardon. Oui, François, vas-y. D'accord. Alors tout d'abord, effectivement, s'agissant de titres financiers, de toute manière, on s'inscrit dans les cadres réglementaires traditionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a des investisseurs, ces investisseurs doivent avoir été identifiés. C'est-à-dire qu'il y a forcément des procédures KYC-AML en amont. Ça, c'est une première chose. Et ces procédures KYC-AML, elles dépendent de la réglementation, c'est-à-dire de la juridiction notamment. Exemple, par exemple, nous, on le vit avec on voit la différence entre, par exemple, la France et la Suisse, où la Suisse, en fonction du montant d'investissement investi, les procédures AML ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il y a des contrôles qui sont différents. À partir de certains niveaux, il y a par exemple il y a une vidéo voire une réunion en ligne avec quelqu'un qui est assermenté, j'ai envie de dire, pour pouvoir valider quelqu'un, etc. Donc ça, on va dire que ça dépend de la juridiction dans laquelle s'inscrit cette opération. Quelles sont les contraintes à vérifier? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de taux de change. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse, c'est-à-dire que nous, pour info, on a des opérations dans une douzaine de pays, je pense. Et voilà, donc effectivement, les problématiques de taux de change, on a ça régulièrement. Et comment ça se passe? Ça se passe plus que d'un point de vue comptable, simplement l'émetteur ouvre un compte dans chacune des monnaies dans lesquelles il peut recevoir des fonds. Et d'un point de vue comptable, il y a une connexion sur les API de banque centrale pour connaître les taux de change en temps réel et simplement enregistrer ces informations. Donc, vous pensez certainement à des problématiques qui dépassent mes connaissances, mais jusqu'à présent, ça marche très bien comme ça, avec des problématiques qui se posent éventuellement sur un autre registre quand on a des étrangers, c'est sur le fait de devoir tenir compte des taux de TVA ou pas, en fonction de si l'investisseur est dans le même pays que l'émetteur ou pas. Enfin, ça dépend des juridictions. Ce sont des scénarios que nous, on rencontre. Et typiquement, c'est exactement là où on en revient à la problématique fondamentale. À partir du moment où on a pu digitaliser les actifs, on peut se permettre de digitaliser, automatiser un maximum de processus. Donc, par exemple, toutes ces problématiques de TVA, qui peuvent être complexes, se retrouvent totalement automatisées. Voilà. Donc, ce sont des éléments de réponse à votre question, mais je suis sûr que ça couvrait d'autres choses. Oui, pour apporter un autre élément de réponse à M. le maire, il faut dire qu'au niveau de EIC Corporation, nous sommes une entité aujourd'hui qui est décentralisée. Ce qui veut dire que toutes nos plateformes que nous avons mises en place, donc les plateformes qui sont ouvertes aux investisseurs potentiels, donc membres du réseau de EIC Corporation, peuvent investir déjà sur la base d'un token utilitaire. Nous avons émis notre propre token, qui est le LIOR S. Le LIOR S, qui est lui-même adossé à une devise stable, l'euro. Donc, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, tout investisseur, lorsqu'il accède à la plateforme
comme l'a rappelé tout à l'heure François, donc il va faire le parcours de comment dirais-je, de KYC, hein, donc renseigner toutes les informations sur ses origines de fonds et autres, ça c'est standard, ok. Toutes les besoins en termes les renseignements en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, donc AML, tout ça se fait sur la plateforme. Son passeport, sa pièce d'identité, sa photo, toutes ces informations sont recueillies sur la plateforme. Dès lors, cet investisseur donc, aura une application, donc, puisque l'application est soit via mobile, soit sur le net, va permettre donc à cet investisseur, je rappelle qu'il est membre du réseau, hein, donc qui a déjà et qui est identifié dans nos fichiers. À partir de ce moment-là, eh bien, puisque l'organisation elle-même aujourd'hui est décentralisée, avec notre token qui est le LIOR-S, donc la conversion va se faire du CFA au LIOR-S sur ce qu'on appelle une néo-bourse. Voilà, puisqu'il y aura une interface, il y aura des API avec Binance, par exemple. OK? Voilà. Donc, naturellement, la question de FX, de taux de change, est déjà prise en compte sur la plateforme de change qui est Binance. Nous, on interagit avec Binance. Ok. Notre LIOR-S sera donc échangeable sur les néo-bourses. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je crois que tout. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a répondu. Hein. Bon, c'est. Merci. Je pense qu'on. Petite parenthèse. On pourrait. François, tu auras la parole pour ton dernier mot. Mais juste une toute petite. Pardon. Je vais suggérer que tu le gardes pour ton mot de fin. Comme ça, ce sera une belle conclusion. Oui, il aura l'occasion tout à l'heure. On arrive à la fin. Je pense qu'on peut faire une session tout à fait spéciale même pour cette technologie-là. Je sens qu'il y a de l'engouement. Le sujet est d'intérêt, le sujet est nouveau. Donc, on a intérêt tous à se préparer en tant qu'acteurs, que ce soit des investisseurs potentiels, que ce soit ceux qui facilitent. Mais ce que j'ai pu retenir, c'est que globalement, il y a plutôt une complémentarité entre le système de financement, les systèmes de financement classiques, les acteurs classiques et les nouveaux modes de financement. On a retenu qu'il y a plutôt une facilitation par rapport à l'inclusion, de fait de ramener plus de personnes à l'intérieur, qui a le côté efficacité avec l'accélération qui est donnée, qui a le côté flexibilité pour permettre à des plus petits de rentrer. On va aller vers la fin. C'est ça qui nous permet aussi de donner plus d'occasion au Babimodés, peut-être l'année prochaine, d'ouvrir encore de nouveaux horizons. Je sens qu'il y a encore des choses et quand on reviendra, on aura certainement beaucoup de questions. Je voudrais me tourner vers Béli pour avoir son mot de fin. On est en train de sortir de là le mot de fin en conclusion. Qu'est-ce qui peut être retenu et surtout qu'est-ce qui peut être projeté pour la suite par rapport à ces financements alternatifs? Ensuite, on va aller à Félix et terminer par François. Donc, c'est clair que ce sont des sujets qui sont très intéressants. C'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'arriver à capter aussi le maximum d'investisseurs. Okay. Et ici en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des investisseurs qui se retrouvent dans des villages, dans des coopératives qui sont un peu éloignés. Donc nous, notre stratégie à nous, donc on a développé effectivement des agences bancaires de proximité. Okay. On accompagne aujourd'hui les banques pour pouvoir en gros développer des agences bancaires de proximité. Par contre, en gros, ce ne sont pas les banques qui ouvrent ces agences bancaires de proximité, c'est monsieur et madame tout le monde. Okay. Donc déjà, monsieur et madame tout le monde peuvent investir dans une agence bancaire et en investissant dans une agence bancaire, effectivement, avec notre aide, on peut donc arriver à capter des investisseurs qui sont dans des villages, qui sont un peu éloignés. Ça fait plusieurs choses. Ça fait que monsieur, madame, tout le monde bénéficie du système bancaire. Ça fait que l'investisseur, déjà, il est intéressant parce qu'il a des revenus, il a des commissions. Okay, et il peut même aller chercher même du financement. Il peut même lui-même accompagner financièrement son réseau. Donc, il fait que derrière toutes ces personnes-là qui sont après assujetties à l'inclusion financière, ils vont comprendre effectivement tous ces produits financiers après pour intégrer tous ces systèmes-là de financement alternatif. Donc aujourd'hui, la technologie est capable d'aller très loin. On est capable effectivement de mettre en place des systèmes de sécurité pour pouvoir en gros garantir l'investissement de chacun. Donc la Côte d'Ivoire est prête pour ça, je pense. Merci. On va continuer tout à y travailler. Grand frère Félix, le mot de fin. Et voilà mon mot de fin.
Voilà, c'est d'abord dire merci vraiment à l'organisateur, à Williams Bella, hein, qui nous rassemble aujourd'hui, hein, pour cette belle initiative. Voilà, je crois qu'on l'a dit, hein, les uns et les autres. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de démocratiser la finance. Okay. Il ne faut pas que ce soit juste accessible à une frange de la population et pas à une autre. Hein, mon jeune frère vient justement de parler du monde paysan, du monde rural, comment avoir des agences à travers tout le pays. Ça, c'est le rôle de EIC Corporation sur sa politique et sa mission d'inclusion financière et d'éducation financière. Mais au-delà de la technologie, aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de développer une culture financière. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. La culture financière, à savoir l'épargne. Commencer par épargner, soit en club d'investissement, soit avec des portefeuilles de titres en actions en bourse, tout simplement. Mais si je te pose la question aujourd'hui de savoir combien parmi vous détenez une action d'Ecobank, voyez, nous sommes ici presque une cinquantaine de personnes et peut-être que 2 personnes détiennent une action du groupe Ecobank. Ce n'est pas normal. Voyez? Donc, ce qui veut dire qu'on a encore un travail à faire et je pense que la 3e édition, hein, de CIMO, hein, va nous permettre de franchir encore de nouveaux horizons. Merci. Merci. Donc, on va prendre François pour son mot de fin. Merci à tous, hein, pour cette table ronde et merci pour les questions. Très intéressant. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est une autre réunion qui attend. Oui, si je peux juste dire une chose. Encore une fois, ces technologies ne sont pas des nouveaux cas d'usage en dehors de, quand on parlait de nantissement partiel, ce genre de choses. C'est la digitalisation de l'existence et donc faire exactement la même chose qu'aujourd'hui en mieux. En mieux parce que plus simple, moins cher et moins risqué pour les investisseurs et potentiellement moins risqué pour les émetteurs parce qu'ils ont potentiellement plus de possibilités de choix de type d'actifs. Donc, et ça rejoint un petit peu par rapport aux questions tout à l'heure, bien comprendre que ça s'inscrit dans, il y a les mêmes solutions aux problématiques d'aujourd'hui, plus des choses en plus. Les problématiques par rapport, on parlait tout à l'heure, taux de change, etc., les changes, je ne sais pas si c'était un des éléments de réponse, savoir que on a les mêmes problématiques, il faut être interfacé avec des KYC providers pour valider les profils, les identités des personnes, il faut être intégré avec des prestataires de services de paiement qui eux-mêmes vont être garants d'un certain nombre de choses, qui travaillent avec des banques acquéreurs pour recevoir les fonds, etc. Donc, les réceptions de fonds ne se font pas en mode cow-boy, elles se font en mode tout autant traditionnel et habituel qu'avant. C'est juste que, encore une fois, on a pu digitaliser des processus. Donc, à partir de là, on réduit les coûts et derrière, on ouvre la porte à des possibilités de marché secondaire. Donc, on réduit le risque pour les investisseurs. Là, je termine juste par, donc, si vous avez des projets d'investissement, ne regardez pas éventuellement la tokenisation comme, oh là, c'est peut-être quelque chose où je ne sais pas dans quoi je vais. Non, si vous avez un projet d'investissement, vous n'avez rien à perdre à envisager qu'il soit tokenisé. C'est-à-dire que vous pourrez adresser les mêmes investisseurs et potentiellement vous gagner plus d'investisseurs parce que ça va vous coûter moins cher et vous ouvrez la porte à plus d'investisseurs. Voilà. Et merci à tous encore. Merci une fois encore, merci. On va applaudir ce panel. On arrive ainsi au terme de notre panel. On a exploré les financements alternatifs, mais en même temps, c'est le dernier panel des Baby Modés. Et avant de passer la parole au maître des cérémonies pour qu'il reprenne le contrôle, je voulais quand même que nous ayons l'honneur de demander une standing ovation pour M. Williams Bella qui est à l'origine de cela. Donc, aidez-nous à le remercier pour l'occasion qu'il donne à tous les professionnels de l'immobilier de pouvoir le faire. Voilà.
Merci. Je remets la parole au maître de cérémonie. Merci encore, William. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes. Eh bien, après ce standing ovation, je vais, sans transition aucune, inviter M. Bella, qui va donc nous faire le mot de clôture de cette édition de Babi Modays. M. Bella, ovation s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Chers distingués invités, une fois de plus, pour la deuxième année consécutive, il est 17h et il y a encore des gens qui sont intéressés à écouter tout ce qu'on a à dire. Je vous remercie. Je voudrais avant tout, encore une fois, remercier le ministère de la Construction, la BNI, Keidan, Interbat, PFO, Property Crow, Sirius Capital et SMA BTP Côte d'Ivoire, qui ont été nos sponsors or, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, de remercier Codan, Pulsar, OL, Label Crow, BE2 Engineering, Babimo.net, Agility, le cabinet ACA, Banamur Industrie, Menco, EMEPSI, EMO, la CAPC, la CNPC, African Union, le GIBTP, CAF, OITD, EIC Corporation, Thallium Assets, Estate Intel, Imosi Research, Monjaro, Bachirisi et LR Health and Beauty. S'il vous plaît, applaudissez. Tout cet événement n'aurait pas été possible sans ces soutiens et on a besoin de ce genre de sponsors pour pouvoir tenir ce genre de rencontres. Les Babimo Days sont à leur deuxième édition. C'est un salon, nous l'avons répété en introduction et nous tenons à le répéter en cette conclusion, c'est un salon B2B car nous pensons que la pensée précède l'action. Et une bonne pensée avec des interlocuteurs riches nourrit la réflexion et de la réflexion se créent des discussions et des discussions se créent des projets et des choses de plus en plus belles. Sachant que l'objectif au final est de créer un cadre de vie pour chacun de qualité sur notre territoire ivoirien, sur l'Afrique de façon plus générale. Il y a eu beaucoup de discussions. Le CIMO Babimo Day se divise en 4 parties. La première matinée, c'est une matinée très financière. Qu'est-ce qu'on en retient? Il y a eu beaucoup de choses et comme l'année dernière, on en fera une synthèse. Notre partenaire Imosi Research, qui est une association de recherche sur l'immobilier et les territoires, fera une synthèse comme l'année dernière où le livre blanc a été délivré. Sur la première matinée, en synthèse, il y a des travaux qui ne sont pas de notre ressort, qui sont des ressorts des régulateurs et des travaux sur la fiscalité. J'en ai retenu un particulièrement, c'était la problématique des droits d'inscription et des freins de main levée. On paye la même chose en inscrivant une hypothèque qu'en levant une hypothèque. C'est juste impossible à favoriser le financement immobilier. Donc ça, le régulateur doit en être saisi. Et les privés, notre aîné Félix Bright nous disait tout à l'heure que ce sont les privés qui sont les avant-gardistes qui créent la régulation. Ce n'est pas le contraire. Donc les privés doivent porter au plus haut niveau certaines problématiques et c'est l'objectif de rencontres de professionnels pour que les régulations changent et que après ça change. L'après-midi des Babimo Days de la première journée est dédié au développement, aux promotions, aux constructions. Donc l'après-midi, il y a eu des problématiques qui sont ressorties, dont notamment celle qu'il fallait se former. Eh bien, on ne force personne à se former, mais notre monde devient complexe. On interroge tout le temps, tout le monde à se former et à se former tout le temps. Parce que les choses changent, non pas seulement ici, mais ça change partout. Donc, non qu'on rentre dans un aspect dans une période compétitive, mais on invite les Ivoiriens et tous ceux qui veulent améliorer leur cadre de vie à se former, pas seulement dans la finance, mais aussi dans la construction, etc. etc. Les deuxièmes journées des Babimo Days CIMO, en matinée, sont consacrées à tout ce qui est régulation,
avec une ouverture sur les marchés étrangers. Je remercie le frère Dolapo Odimire du Nigeria qui nous a édifié sur les rendements et sur ce qui se passe un peu dans les sous-régions. On a aussi eu le partenaire, la CNPPP qui nous a accompagnés et qui a montré les possibilités qu'il y a avec les partenariats publics-privés. Et une chose pour laquelle on est très satisfait aussi, c'est l'ouverture aux classes d'actifs différentes, telles que par exemple la logistique, qui est très importante dans nos vies et dans nos approvisionnements de commerce, d'aéroports, etc., etc. Enfin, la dernière journée et l'après-midi de la deuxième journée des Babimo Days est consacrée à l'innovation, à la formation et à l'avenir. Donc, c'est ce qu'on vient d'avoir avec des partenaires que je citerai en dernier, qui sont vraiment des partenaires forts de cet événement et qui sont dans l'innovation parce que c'est le monde de demain et c'est ce qui nous permettra, comme je disais en introduction, de bâtir progressivement des cadres de vie et des espaces de vie agréables pour chacun de nous et tous ensemble. Donc, je demanderai pour cela je vous remercie encore et je les citerai en dernier. Je demanderai d'acclamer mon cher frère, président de EIC Corporation, qui ne peut être là aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir notre grand frère, Félix Bright. Je demande d'acclamer mes partenaires EIC Corporation. Merci beaucoup. Ceci étant, je vous remercie. Je pense que le principe est compris maintenant. L'objectif est de se retrouver tous les ans, non pas non plus seulement de discuter, mais maintenant nous allons nous saisir des points de l'année dernière, des points de cette année, et avec des personnes de bonne volonté, avec des partenaires, j'espère que nous réussirons d'année en année à observer nous-mêmes que nous sommes sur le bon chemin. Je vous remercie et bon week-end. Voilà, merci infiniment à Monsieur Williams Bella. Nous allons permettre à nos panélistes et à notre modérateur de prendre la photo de famille. Et nous vous remercions infiniment, chers participants. Merci de tout cœur d'avoir été des nôtres durant ces 2 jours. Et je rappelle que les discussions sont en ligne sur la page Facebook de Babimo Days et sur la chaîne YouTube de l'événement. On pourra donc revisiter les discussions en regardant ces vidéos. Merci infiniment et vivement la 3e édition l'année prochaine. Merci à toi. Merci beaucoup, monsieur. Bon travail, une bonne présentation. Merci beaucoup, monsieur. L'émission sera ensemble. Ouais. Chapeau, chapeau. Merci infiniment.